Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. En route pour l'Afrobasket, les Lions ont reçu ce matin le drapeau national au Palais de la République. Encouragement et soutien du chef de l'État pour le retour au pays du trophée continental. Nous irons à Diourbel pour parler de la culture du Niébé. La récolte a démarré dans la région avec de bonnes prévisions. Sur l'international, fusillade à Washington, un quartier général de la marine a été attaqué en début d'après-midi. Bilan 7 morts. Parlons d'abord sport, Afrobasket. En partant donc pour l'Afrobasket à Maputo, les Lions ont reçu ce matin le drapeau national des mains du chef de l'État. Elles se disent prêtes à relever le défi de la reconquête du titre continental perdu à Bamako en 2011. Le président de la République a réaffirmé son total soutien pour permettre aux Lions du basket de rentrer avec la Coupe d'Afrique au Sénégal. Pape Biram Biguendiaye. Un matin au Palais de la République, vers l'ultime acte sur le chemin de l'Afrobasket de Maputo, l'instant d'une reconnaissance nationale, un symbole vivant de notre unité, nous réunit autour des Lions du basketball à la reconquête du titre continental. C'est avec une grande fierté et un grand honneur que nous recevons le drapeau national et de vos mains, Monsieur le Président de la République, et nous allons le défendre jusqu'à la dernière énergie. Et s'il plaît à Dieu, nous allons tout faire pour honorer le peuple sénégalais dont son soutien n'a jamais fait défaut. Des visages rayonnants, pleins de vie, sourire aux lèvres, les Lions en bonne mine et respirent une forme de championne. Elles partent à Maputo, gonflées à bloc avec en prime le soutien du chef de l'État, convaincu du professionnalisme des basketteuses et de leur sens du patriotisme, car elles ont toujours honoré le peuple sénégalais. Vous nous avez habitués à la victoire. De ce fait, la finale perdue contre l'Angola lors de la dernière édition de 2011 à Bamako, à mon sens, est à considérer comme un incident de parcours. Je suis convaincu que vous disposez de toutes les qualités techniques, tactiques, mais aussi d'un capital expérience pouvant vous permettre de reconquérir le titre continental. Je vous exhorte donc à vous concentrer davantage sur votre unique objectif qui est de remporter à nouveau ce trophée continental. Dans cette noble mission, soyez assurés de tout mon soutien, de celui du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais. Il y a un mois, ce sont les Lions qui étaient ici à la place des Lions en partance pour l'Afrobasket. Leur performance est saluée par le chef de l'État qui reconnaît la valeur et leur mérite. La troisième place acquise, synonyme d'une qualification en Coupe du Monde, est le fruit d'une détermination sans faille. À nos chers Lions du basket, je renouvelle mes félicitations et encouragements. Certes, le basket est à l'honneur ce matin, mais je ne saurais passer sous silence l'ascension de notre équipe nationale de football à l'ultime phase qualificative à la Coupe du Monde Brésil 2014, sans oublier notre vaillante équipe nationale de beach soccer, championne d'Afrique et actuellement en Tahiti pour représenter le Sénégal et l'Afrique à ce grand rendez-vous mondial de cette discipline dont l'attraction ne cesse de grandir. Je voudrais, à mon nom propre et au nom de l'ensemble du peuple sénégalais, formuler des vœux de succès et de prières ardentes pour une participation honorable de nos chers Lions du beach soccer. Ces résultats encourageants, de même que ceux obtenus à travers les autres disciplines sportives, notamment les médailles obtenues lors des 7e Jeux de la francophonie, témoignent de la qualité de nos athlètes,
de leur encadrement, mais aussi de leur engagement au service de la nation. L'engagement de l'État à soutenir le monde sportif est sans faille. Le processus de mobilisation des ressources au profit du sport est en cours. Le financement du sport, une priorité pour le président de la République qui invite également le secteur privé à s'impliquer. Et pour la gestion des équipes nationales, l'État est toujours présent. Cette année, l'année 2013, en dehors du budget alloué aux compétitions internationales, nous avons dû consentir des efforts pour prendre en charge la participation de notre délégation aux Jeux de la francophonie, les primes de participation de Lyon du basket à l'afro-basket masculin d'Abidjan, les derniers matchs de l'équipe nationale de football dans le cadre de la qualification à la Coupe du Monde 2014. Aussi, pour les besoins de l'expédition qui nous réunit ce matin, en plus de la prise en charge de tous les frais y afférents, j'ai décidé de mettre à votre disposition l'avion de commandement pour vous déposer à Maputo. Sur le chemin de Maputo à la reconquête du titre perdu à Bamako, les Lions veulent reprendre leur place de leader au Panthéon de la gloire. En quittant Dakar ce soir, ils auront à l'esprit d'honorer un peuple, une nation qui a déjà de quoi être fière de ces Lions. Toutes les conditions sont réunies pour permettre donc aux Lions de faire de grosses performances à l'Afrobasket de Maputo. Le président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian, salue l'apport déterminant du chef de l'État. En plus d'avoir mis l'avion de commandement à la disposition des Lions, le chef de l'État a offert 20 millions de francs CFA à l'équipe nationale. Par ailleurs, le président de la Fédération sénégalaise de basket rassure, les primes seront versées à temps. Baba Tandian est au micro de Pape Biram Biguendiaye. Les moyens sont réunis absolument. Ça, je le dis haut et fort. Je crois que le président de la République a souhaité une deuxième aide supplémentaire, c'est-à-dire après avoir mis l'avion présidentiel à la disposition de l'équipe féminine, qui n'était pas une mince affaire, parce que tout le monde sait que le trajet Dakar-Maputo est un trajet extrêmement difficile par les lignes régulières. Je crois que quelque part, il a soulagé les filles, qui sera une performance supplémentaire. Et non seulement aussi d'avoir accepté aujourd'hui de recevoir l'encadrement technique et les Lions, le président de la République a décidé tout simplement d'offrir aux Lions la somme de 20 millions de francs CFA, qui n'a rien à voir bien sûr avec les différentes primes qu'elles vont recevoir du ministère. Ces 20 millions, c'est surtout pour les encourager un peu, surtout d'avoir accepté de faire des sacrifices pendant 2 mois. Il faut savoir qu'elles sont enfermées à huis clos, pratiquement sans ressources, puisque l'opération budgétaire ne s'était pas mise en place, ou s'était mise en place assez tardivement, grâce d'ailleurs au concours du chef de l'État, mais lui-même a décidé vraiment d'offrir la somme de 20 millions pour encourager les filles, afin qu'elles comprennent qu'elles ont un rôle important à jouer justement sur cet afro-basket. La balle est désormais dans le camp des Lions, donc, qui apprécie le geste du chef de l'État. Pour elle, il s'agit d'une source de motivation supplémentaire pour les pousser à se surpasser. Les Lions promettent de se donner à fond pour ramener la Coupe d'Afrique au Sénégal. Série de réactions des joueuses avec Pape Biram Biguendiaye. Vraiment un honneur de venir ici prendre le drapeau du chef de l'État. Donc on sait que ce ne sera pas facile à Maputo, mais on va vraiment représenter le Sénégal et défendre les couleurs du Sénégal dignement. Le sport sénégalais, vraiment, on a besoin que l'État les accompagne et tout. Donc c'est vraiment un honneur pour nous et c'est une source de motivation pour nous. Et puis ça va vraiment nous faire de bien d'aller défendre le Sénégal. Il est un de nos fervents supporters et il nous a suivis avant qu'il était président, et maintenant qu'il est président, il nous réitère sa confiance, ce qui est vraiment exceptionnel. On est un peu choyé par le peuple sénégalais. On a toujours essayé de notre mieux de défendre le maillot national et ils nous le rendent bien. Alors
peut que demander leur prière et leur soutien. On sait qu'on doit aller gagner, donc on a besoin de beaucoup de prières et de soutien de la part du peuple sénégalais, de toute la population sénégalaise, parce que ça ne va pas être facile. On sera attendu. Et on espère avoir le soutien moral de tous les Sénégalais. Comme là, ce soutien vient du président, donc c'est un avantage qu'on a, qu'on va essayer. On sait que maintenant ils comptent sur nous et on le sait avant même qu'ils le disent. Parce qu'à chaque fois, ils nous envoient des mails, ils le disent souvent, qu'ils comptent sur les Lions pour remporter la coupe. Et ils savent que ça va être dur maintenant parce qu'ils comptent sur nous. Et en tout cas, ils nous encouragent à aller chercher la coupe à Maputo. On va partir d'abord pour gagner. Je pense qu'il faut le peuple qui est derrière nous et pour prier pour nous parce que franchement, on a besoin de ça parce que ça ne va pas être facile là-bas. À Maputo, ça va être très très dur. C'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'ils respectent le sport, qu'ils respectent les basketteuses. Et d'ailleurs, on l'a entendu tous qu'il faudrait peut-être récompenser les gens qui emmènent des titres. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va faire. Le message, c'est de faire comme le président, d'avoir confiance en nous et de s'attendre à ce qu'on va se battre. On va mouiller le maillot, on va défendre dignement les couleurs du Sénégal et on va faire tout notre possible pour amener cette coupe ici pour le peuple sénégalais et pour le président de la République. Nous restons au Palais de la République pour parler de la remise du rapport annuel du médiateur de la République. Le document remis cet après-midi au chef de l'État fait le bilan d'une année de réclamation. C'est ainsi que 570 réclamations ont été traitées entre 2010 et 2011. Il s'agit de réponses aux questions de citoyens avec notamment une prédominance des requêtes formulées sur les pensions de retraite et la gestion foncière. Pape Biram Biguendiaï. C'est un rapport annuel de 184 pages que le médiateur de la République a remis au chef de l'État. Un document qui fait le bilan des réclamations portées à l'endroit du service public. Le ministère de l'économie et des finances reste le service le plus interpellé dans la période de 2010 à 2011. En 2010-2011, 570 réclamations ont été traitées. Toutes les administrations assumant une mission de service public sont concernées. Dans l'ensemble, nous pouvons saluer un bon esprit de collaboration. Il faut cependant continuer de déplorer quelques lenteurs dans des réponses, voire de temps en temps une absence de réponse. Je peux cependant vous assurer, Monsieur le Président de la République, que les principales institutions largement sollicitées par le médiateur de la République du fait de l'importance des domaines concernés, ont généralement un comportement exemplaire. En ce qui concerne les administrations visées par les réclamations, avec 33% des requêtes en 2010 et 33,7% en 2011, le ministère de l'économie et des finances est l'administration la plus interpellée. Après avoir relevé la proactivité de ce département pour le traitement des dossiers dont le médiateur est saisi, il importe de trouver des réponses structurelles aux lancinants problèmes évoqués dans ce rapport. Par ailleurs, l'analyse de l'objet des réclamations chez le médiateur montre là aussi que sur les 2 années, il y a une prédominance de la problématique des pensions de retraite qui commence fort heureusement à faire l'objet de traitements diligents. Il y a également des questions foncières dont l'acuité m'a poussé à créer une commission nationale de réforme foncière chargée de formuler des recommandations pertinentes pour une gouvernance apaisée du secteur. Ce rituel républicain constitue un moment d'introspection sur l'effectivité de l'état de droit. Il s'agit d'un mécanisme important pour améliorer la gouvernance publique. La réforme de l'État dans toutes ses dimensions que j'ai engagées depuis mon accession à la magistrature suprême exige une réorganisation des structures, une rationalisation des procédures et l'amélioration durable du management des administrations pour promouvoir la citoyenneté et le développement du secteur privé, moteur de la croissance et créateur d'emplois.
Le repositionnement de la médiature de la République est devenu une nécessité. L'État va d'ailleurs renforcer ses pouvoirs avec un accroissement des moyens pour rendre beaucoup plus performante notre administration. Dans la prochaine réforme de l'État, la médiature aura un rôle de soutien aux politiques publiques pour mettre fin aux préjudices subis par l'économie nationale. L'Afrique dispose désormais d'une charte de bonne gouvernance et d'un haut conseil des autorités locales. Les ministres africains réunis à Dakar dans le cadre de leur conférence sur la décentralisation et le développement local ont adopté les 2 propositions des experts, des décisions approuvées par la conférence qui a pris fin en présence du ministre sénégalais des collectivités locales, Maman Moussagnan. C'est tout à l'honneur du Sénégal, l'adoption du Haut Conseil des autorités locales. En effet, c'est le président Macky Sall lui-même qui avait proposé la mise en place de cette structure. Avec la charte sur la bonne gouvernance, ces 2 propositions ont été au centre des débats des ministres africains de la décentralisation. Après 3 jours d'échanges, ils ont décidé de la création de ces instruments. Par cette charte sur les valeurs, les principes et les normes de la décentralisation, on attend un meilleur enracinement de la démocratie, de la création du Haut Conseil des autorités locales. On attend, Madame la Présidente, chers collègues, la création d'un environnement de paix, de concorde entre les nations. La charte sur la bonne gouvernance, la création du Haut Conseil adoptée, il ne reste plus que leur reconnaissance. L'Union africaine s'est engagée dans ce sens. Nous continuerons à être de vos côtés et aussi à soutenir la conférence ministérielle sur la décentralisation et les collectivités locales pour que les décisions et les recommandations que vous avez prises ici puissent être matérialisées concrètement. Pour sa part, le Sénégal, qui a décidé d'abriter le siège du Haut Conseil des autorités locales, démarre une campagne de recherche de financement alternatif. Que le Sénégal organisera en octobre, dans quelques jours, dirais-je, une concertation sur la recherche de financement alternatif du Haut Conseil des autorités locales. C'est sur des notes d'espoir et des prières que la 3e session de la CADEL a pris fin. Parlons à présent de la situation agricole à Diourbel. Dans le Bawal, la culture du niébé est très avancée. Actuellement, les récoltes ont débuté dans la région. Les prévisions sont rassurantes. Seydina Alunfal. Nous sommes dans le Bawol, dans la communauté rurale de Patar. Des champs à perte de vue. Le plus dur a été fait, c'est maintenant l'étape d'entretien. Enlever les mauvaises herbes et attendre la pluie. La culture du niébé est très développée dans le département de Diourbel. Dans cette communauté rurale, les paysans ont reçu chacun 1 hectare. Au milieu des parcelles de niébé, Modou Diouf s'active. À 82 ans, il est toujours sur le terrain. Dans ce champ, je cultive le niébé. Actuellement, tout se passe normalement et nous espérons avoir de bonnes récoltes. Le niébé est à un stade avancé, floraison, début fructification. On a même débuté les récoltes en verre. Le niébé se développe comme on l'espère. On est en phase de maturation. Une partie est récoltée comme vous le voyez. Yacine ou Melach, les paysans ont le choix entre différentes variétés de niébé. À vue d'œil, tout semble normal, mais les parasites menacent. Dieu merci, cette année, on n'a pas eu beaucoup de problèmes côté phytosanitaire, puisque les pucerons d'habitude qui envahissaient le niébé, qui parasitaient le niébé cette année, même si sporadiquement ils venaient avec la pluviométrie, la bonne pluviométrie qui s'est installée, vraiment il y a eu plus de peur que de mal. Donc aucun problème. Comme on dit dans notre jargon d'agriculteur, l'espoir est permis. Le niébé local est actuellement sur les marchés à Diourbel, une bonne nouvelle qui va certainement ravir certains inconditionnels.
À passer après les inondations, l'heure est la prévention des maladies hivernales. Le centre de santé met les bouchées doubles pour abriter les sinistrés. Mamadou Samambo. Passy au lendemain de sa grande inondation. Partout des espaces verts sauvages. De l'eau, de l'herbe et des champignons. Voilà un terreau fertile pour les agents pathogènes. Il faut une opération de désinsectisation. Les moustiques pullulent partout. On ne dort pas la nuit. Vous en savez quelque chose, vous? Les maladies les plus fréquemment rencontrées, c'était des cas de diarrhée, également des cas de dermatose, et également il y a bien entendu une prolifération des moustiques. Mais bon, on s'attend à ce qu'il y ait également une recrudescence des cas de palu. Pour circonscrire ces pathologies, le centre de santé et le service d'hygiène ont déroulé un certain nombre de stratégies. Et il y a eu des actions de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et il y a également des distributions de purificateurs d'eau, et donc pour utiliser l'eau de boisson. Et également, il y a eu des cas de maladies qui ont été répertoriés et qui ont été effectivement pris en charge. Mais encore faudrait-il évacuer définitivement les eaux sales. Donc des fosses septiques qui ont eu à s'effondrer. Donc il y a eu un mélange d'eau de pluie et d'eau des fosses septiques. Donc l'urgence c'est d'évacuer ces eaux et ensuite de traiter toutes ces maisons. Sauf que quand nous quittions Passy, l'engin devant creuser les sillons d'évacuation s'était embourbé, retardant du coup les interventions. Allons aux États-Unis, Mamadou Samambo, avec ces intempéries dans le Colorado, les pires inondations qui ont frappé cet État de l'Ouest américain. 5000 personnes seraient portées, 500 personnes donc seraient portées disparues, 1500 maisons détruites, plus de 17 000 autres endommagées. Un bilan lourd mais encore provisoire car les averses devraient continuer. Depuis 3 jours, la ville est privée d'électricité, de téléphone et d'Internet. Le président Barack Obama a décrété l'état d'urgence et l'envoi de secours et de moyens supplémentaires, mais l'opération s'annonce périlleuse. Les autorités locales affirment qu'il faudra donc plusieurs jours au secours pour arriver sur zone. 15 contrées du Colorado sont inondées. Nous restons toujours aux États-Unis. C'est pour parler de fusillade à Washington. Un quartier général de la marine a été attaqué en début d'après-midi par des hommes armés. 7 personnes auraient été tuées selon les premières informations. Un bilan qui pourrait évoluer dans les prochaines heures. 3000 personnes travaillent chaque jour dans cette agence. Washington en état de siège. Dès les premières heures de la matinée, la ville prend des allures de camp retranché. Les premiers coups de feu éclatent à 8h20, heure locale. La scène se déroule dans le centre de commandement de la marine, bâtiment hautement sécurisé. Le personnel évacue tant bien que mal, certains les bras en l'air. La confusion règne autour du nombre de morts et du nombre de tireurs. Selon les témoins, la détermination d'un des tireurs ne fait en tout cas aucun doute. Il était trop loin dans le couloir pour que l'on puisse voir son visage. Il a pointé une arme vers nous et il a tiré. Ça a touché le mur au moment où on essayait de s'enfuir. Quand c'est arrivé, tout le monde disait « ce n'est pas un test d'évacuation. Partez, partez, prenez les portes de secours et partez ». 3000 personnes travaillent dans ce centre de commandement de la marine. On craint un carnage. Autour du bâtiment 197 où les tireurs sont retranchés, le FBI commande les opérations aidées d'une unité spécialisée dans les armes à feu. Un des assaillants meurt, mais la police recherche ses complices. Il y a peut-être encore 2 autres tireurs par ici. Nous ne savons pas s'ils sont militaires ou pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils portent des vêtements militaires. Washington, ville de tous les lieux sensibles, a déployé les grands moyens. Comme le rappellent les médias américains, les tireurs n'étaient qu'à 4 km de la Maison-Blanche. La sécurité a bien sûr été renforcée. Le président Barack Obama s'est adressé à la nation. Il a condamné une attaque lâche d'un ennemi venu de l'intérieur. Toujours sur l'international, opération inédite en Italie, l'épave du Costa Concordia est en partie redressée. Donc la manœuvre qui a commencé ce matin est plus compliquée que prévu. Des moyens importants sont mobilisés pour la renflouer. Au lever du jour, c'est un chantier titanesque qui débute. Sur le pont, une centaine d'ingénieurs et des techniciens s'affairent. Le Costa Concordia
vit ses dernières heures renversées. Une première mondiale pour un navire aussi long, près de 300 mètres, et aussi lourd, plus de 110 000 tonnes. Et voilà le résultat. Depuis 9 heures ce matin, lentement, centimètre par centimètre, le paquebot se relève à la vitesse d'un peu plus d'1 degré par heure. Déjà, plusieurs mètres de coque rouillée émergent de l'eau. Sur la petite île du Giglio, c'est un grand jour. Les habitants scrutent impatients le moindre mouvement de l'épave. Je regarde ça sans émotion, mais avec beaucoup de satisfaction. Je veux juste qu'elle disparaisse. Les premiers mois, on l'a détestée. Puis on en a pris l'habitude et maintenant on regrette presque qu'elle parte. C'est comme ça, même si c'est mieux qu'on nous en débarrasse. Une opération à haut risque, suivie minute par minute dans ce centre de contrôle. Sous l'eau, les plongeurs inspectent le monstre d'acier. L'étape cruciale n'est franchie qu'en milieu de journée. L'épave se décolle enfin des rochers dans lesquels elle s'est encastrée il y a 20 mois. Le paquebot touchait les rochers à de nombreux endroits. Nos caméras sous-marines ont filmé le moment où le bateau a commencé à se redresser. Nous avons pu constater son détachement des récifs. Cela s'est fait progressivement. Le redressement du Concordia, plus long que prévu, devrait se terminer demain matin à l'aube. L'opération a déjà coûté 600 millions d'euros. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de la République du Sénégal salue la décision prise par le Royaume du Maroc sur les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI de définir une nouvelle politique migratoire globale dans le Royaume. Le Sénégal se félicite de la perspective ainsi ouverte de régulariser la situation de certains immigrés en leur offrant un accès aux opportunités d'emploi et de résidence qui ouvrent les possibilités d'une meilleure intégration économique et sociale. En prenant cette heureuse initiative, le Royaume chérifien confirme ainsi sa tradition de terre d'accueil, de transit et de brassage socio-culturel. Dans l'esprit des excellentes relations fraternelles unissant les deux pays, le Sénégal exprime son soutien à cette nouvelle politique migratoire, y compris dans son aspect lié à la lutte contre le trafic et la traite des personnes. Les anciens pensionnaires de l'Institut islamique Mohamed Cheikh Ahmadou Sahir Lo de Koki ont tenu la 34e édition de leur rencontre annuelle. Objectif, apporter de l'aide aux Dara et réfléchir sur les voies et moyens pour améliorer les qualités éducatives et sociales. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Anta Sardianko, a annoncé la construction de nouvelles infrastructures scolaires sur les lieux d'Amsila. C'est sur instruction de Mame Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye que le Dara de Koki a vu le jour en 1939. Le saint homme avait recommandé à Cheikh Ahmad Sahir Lo de s'implanter à Koki et d'enseigner le Coran gratuitement. Aujourd'hui, l'établissement a formé des dizaines de milliers de personnes qui mémorisent le Coran et les sciences islamiques au Sénégal et dans la sous-région. Un exemple de réussite qui a incité beaucoup de parents à envoyer leurs enfants ici. Actuellement, 3200 pensionnaires sont pris en charge gratuitement. À Koki, nous avons plus de 3200 talibés, alors qui sont nourris gratuitement, hébergés gratuitement, même ne payent pas aussi leur santé. Donc toute cette prise en charge relève du marabout, donc du Dara de Koki. Donc sans prise en charge étatique ni autre. Donc c'est les bonnes volontés qui contribuent à prendre en charge ces 3200 talibés. Le Dara de Koki rencontre des difficultés pour une prise en charge effective des besoins socio-éducatifs. Chaque année, les anciens pensionnaires se réunissent pour apporter leur contribution et réfléchir sur les actes à poser afin d'améliorer les conditions. Nous avons entrepris la construction d'un institut, et ça je vous dis que c'est un ancien de Koki, donc qui a fait ça sous forme de don. Donc il est en train de construire l'institut de l'enseignement franco-arabe pour le Dara. Donc c'est une très grande entreprise qui se trouve derrière, donc de 66 classes, avec une très grande salle de conférence, avec une bibliothèque. Nous entreprenons aussi la désalinisation du forage de Koki. L'eau est salée. Donc on est en train d'attendre, on est en période de test. Donc nous demandons à l'État
nous sollicitons l'État pour l'appui à la désalination de l'eau du forage de Koki. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a fait le déplacement pour apporter sa contribution. Vous avez bien remarqué que c'est un Dara où sont sorties d'éminentes personnalités de notre pays. Donc, vu cet engagement, vu la modernisation de ce Dara, donc le président veut venir encore renforcer cette modernisation en leur permettant d'avoir une infrastructure moderne qui sera aussi, qui servira aux élèves du Dara de pouvoir vivre dans de très bonnes conditions. La responsabilité du musulman vis-à-vis du Coran, c'est le thème discuté cette année. Plusieurs orateurs ont donné leur point de vue sur la question. Ils ont tous invité les musulmans à donner plus de valeur à l'apprentissage du Coran. Rendre visibles les réalisations du gouvernement, les jeunes de l'Alliance pour la République comptent jouer un rôle d'interface entre l'État et les populations. Les jeunes de l'APR ont organisé une rencontre avec certains membres du gouvernement pour s'imprégner de leurs activités dans leur ministère ou direction. Ibrahim Andong. Cette rencontre entre dans le cadre d'échanges et de partage entre les jeunes apéristes et les membres du gouvernement. L'objectif pour ces jeunes est de s'intéresser davantage à l'action gouvernementale, en toile de fond, l'électricité, la gestion des inondations et le social. La stratégie aujourd'hui mise en œuvre, c'est de répondre à l'impératif des réformes sociales, incarnées par ce qui se passe en grande partie au niveau de la délégation à la protection sociale et à la solidarité nationale, mais également, et c'est extrêmement important, au niveau de la prise en charge des questions récurrentes. Pour faire face au problème de l'électricité, de nouvelles approches sont en train d'être mises en œuvre, selon les autorités. En 2013, nous avons mis sur le réseau 60 nouveaux mégawatts. Nous avons signé pour une puissance de 425 mégawatts. Cette centrale sera raccordée sur le réseau en septembre 2015. Cette rencontre a aussi permis aux jeunes apéristes de s'informer sur les mesures prises par l'État pour lutter contre les inondations. Nous sommes en train de dérouler normalement notre programme. Évidemment, il y a des situations encore difficiles dans le pays, que ce soit à Dakar, que ce soit surtout aux îles du Saloum et à d'autres endroits du Sénégal. Le ministère en charge des infrastructures, le ministère de l'Intérieur donc par la DPC, mais également la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, toutes ces structures-là travaillent en parfaite synergie. C'est un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et les populations que les jeunes veulent jouer. Par rapport aux réalisations qui se font dans ces directions, dans ces ministères, nous, en tant que jeunes de l'APR, nous, en tant que jeunes du Sénégal, nous avons besoin de toutes ces informations pour être les vecteurs, les relais d'information vers les populations du Sénégal. Cette rencontre, la première du genre, est initiée par la Convergence des jeunes républicains COJER. L'organisation compte pérenniser la démarche en invitant des ministères ou directions à s'expliquer sur leur fonctionnement. Retour à l'actualité sportive, football en route vers le mondial 2014. Le Sénégal rencontre la Côte d'Ivoire. Le tirage au sort du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 a eu lieu ce matin au Caire en Égypte. Des retrouvailles entre deux équipes qui se connaissent parfaitement, n'est-ce pas Ibrahim Mboupa? Ça va être dangereux encore ici avec Germinho. Côte d'Ivoire-Sénégal, un remake, un classique, une revanche. Sur la route de la CAN 2013, les éléphants ont empêché les lions de rugir à l'aller comme au retour. Une victoire probante, nette et sans bavure à Abidjan, 4-2. À Dakar, la bande à Didier Drogba, plus expérimenté que ses adversaires, empoche à nouveau le gain de la partie 2-0. Un match interrompu à cause de regrettables incidents. Par la suite, le stade Léopold Sédar Senghor a été suspendu pour un an ferme, ce qui a poussé le Sénégal à jouer tous ses matchs à l'extérieur. La Côte d'Ivoire, première nation africaine au classement FIFA, qui a participé à 2 phases de Coupe du Monde en 2006 et 2010, part avec la faveur des pronostics. Dans la double confrontation d'octobre et de novembre prochain, le Sénégal apparaîtra comme un outsider. Reste à bien mouiller le maillot et tenter l'exploit face à une équipe ivoirienne, véritable bête noire des Lions de la Teranga.
Les autres affiches s'établissent comme suit: Égypte, Ghana, Burkina Faso, Algérie, Nigeria, Éthiopie, Cameroun, Tunisie. Les matchs allés auront lieu dans la semaine du 11 au 15 octobre prochain. Les matchs retour dans la semaine du 15 au 19 novembre prochain. Le Sénégal a donc hérité d'un gros morceau en tombant sur la Côte d'Ivoire. C'est l'avis de techniciens et observateurs sénégalais qui pensent aussi que c'est jouable. Nous écoutons à ce propos Maya Sidmar, Salif Diallo, Lamine Mboup et Youssou Kamara. Ils étaient sur le plateau spécial tirage des barrages avec Ibrahim Mboup. Nous les écoutons. La Côte d'Ivoire, effectivement, dans le classement FIFA, elle est première africaine. Et ensuite, je pense que c'est dû surtout à sa stabilité, mais également aussi à la permanence dans les participations des compétitions internationales. Donc, de ce point de vue, je pense que le Sénégal est tombé sur un gros morceau. C'est l'épouvantail, c'est la meilleure nation africaine. C'est le premier pays africain dans le classement FIFA. C'est l'équipe qui, en 2013, elle a perdu que 2 matchs, un match amical et un match de quart de finale de la Coupe du Monde. Pendant ces éliminatoires-là, elle a gagné pour la Coupe du Monde. Elle a gagné tous ses matchs. Elle a gagné 2 matchs sur 3 à domicile. Le dernier, c'était contre le Maroc. Elle a fait 1-1. Donc, c'est l'équipe qui nous a éliminés de la CAN 2013 et qui nous a valu même la suspension de notre terrain. Donc, c'est un gros morceau. On a tiré une équipe, bon, on est outsider, c'est ça, on n'est pas favori, c'est peut-être bien pour nous, mais on va vers un match extrêmement compliqué, extrêmement difficile. C'est un gros morceau, mais un morceau prenable. Il y a 1 an de cela, je disais, les Sénégalais, vous faites erreur quand vous dites que c'est une équipe vieillissante. Mais d'après ce que j'ai vu avec les Ivoiriens sur les 2 matchs, je pense que le Sénégal pourrait faire quelque chose en outsider, mais il faudra savoir gérer ce match et ne pas se prendre pour des messies, mais jouer franc jeu contre une équipe qui est vraisemblablement très bonne, mais qui pourrait aussi perdre ce match si les Sénégalais y mettent la forme. La Côte d'Ivoire a ses références. Ce n'est pas gratuit qu'elle ait aujourd'hui tête de chapeau. Elle a écrit de pages de l'histoire du football africain et nous lui voyons beaucoup de respect. Néanmoins, comme l'a dit Lamine, aujourd'hui, par l'état de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment que le respect aux autres équipes qui sont arrivées premières de leur poule. Et en mon sens, je crois que tous sont valables. Le respect, nous le devons effectivement à l'équipe de Côte d'Ivoire, mais c'est un match de football et il n'y a que la vérité du terrain qui comptera. Le sélectionneur national parle de la Côte d'Ivoire comme d'une grosse équipe. Il faudra, selon lui, oublier les matchs passés et se concentrer sur cette double confrontation, dit Alain Giresse. Il regrette la suspension du stade Léopold Sédar Senghor. Nous l'écoutons au téléphone de Ibrahim Mboup. Un match que l'on va jouer contre une grosse équipe. Je crois que vous avez parlé avec des invités de gros morceaux. Effectivement, le sort doit réserver à une grosse équipe. Et puis c'est l'histoire un peu qui se répète, puisque le Sénégal avait déjà joué contre la Côte d'Ivoire pour la CAN 2013. Voilà, donc on connaît maintenant l'ampleur de la tâche. On sait ce qu'il va falloir faire pour espérer continuer. Les informations qu'on peut tirer à travers ces 2 matchs, ou également de ce que la Côte d'Ivoire a pu produire lors de ces dernières rencontres, et puis trouver la meilleure formule justement pour faire en sorte de jouer ces 2 matchs dans les meilleures dispositions sur tous les plans. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau dans tous les compartiments. On ne peut pas, dans ce genre de rencontre, on ne peut pas se permettre d'être en retrait dans certains domaines du jeu, sinon ça ne suffira pas. Ça suffira pas pour pouvoir espérer quelque chose. Coach, est-ce que les joueurs de l'équipe nationale vous ont appelé ce matin pour réagir par rapport à cette affiche? Oui, on a commencé par les touches, mais certains, on a déjà évoqué ça. Bon, ils sont conscients de la qualité de l'équipe adverse, mais c'était pas de l'abattement, c'était pas de l'abattement qu'ils avaient par rapport à ce match-là, c'est simplement une prise de conscience, en disant, bon, ok, on tombe contre une grosse équipe. Bon, ils étaient conscients de la tâche et de ce qu'on devait accomplir comme type de match. Maintenant, coach, où voulez-vous jouer ce match? Quelle est votre préférence? Non, mais pour le moment, le match aller, bon, il n'y a pas de souci. Le match aller va se jouer à Abidjan. Par contre, le match retour, à partir du moment où Léopold Sédar Senghor est suspendu, ben, vous savez, le problème,
c'est de pouvoir combiner à la fois un terrain de qualité, des conditions de jeu de qualité, et pouvoir avoir un soutien populaire. Alors c'est pas facile, puisque on a vu que lors des deux exemples, c'est-à-dire le match en Guinée contre l'Angola, on a vu qu'il y avait du monde, on avait un soutien, sauf qu'on n'était pas dans des conditions difficiles, on n'a pas de nocturne, pas d'éclairage, donc obligé de jouer à 16 heures sur la chaleur. Le terrain, pas de meilleures conditions. À Marrakech, on avait des conditions de jeu qui étaient bonnes, mais l'absence du public, vous voyez que les données ne sont pas évidentes pour trouver le meilleur choix et le meilleur lieu de match. Alain Giresse joint à Paris au téléphone par Ibrahim Mboupa. La 7e édition des Jeux de la francophonie a vécu. Le Sénégal a bien tiré son épingle du jeu en occupant la 6e place. Il arrive 2e au niveau africain. Retour sur le bilan des équipes sénégalaises avec Pape Djibril Fall. Les rideaux sont tombés hier sur les 7e Jeux de la francophonie à Nice. Le Sénégal arrive à la 6e place, 19 médailles à son actif, 6 en or, 5 en argent et 8 en bronze. Parmi ces médailles de bronze, celles accrochées par les lionceaux du football, victorieux de la Côte d'Ivoire. En athlétisme, après sa défaite en finale au championnat du monde en Russie,